Et ben ça, c'est un défi pour un maquettiste. Si vous avez envie de représenter un tracker du Cal Fire, si vous avez envie de vous faire mal, il faut le peindre comme ça. Accrochez-vous les enfants. C'est l'heure de lâcher solo, debout là-dedans. Bonsoir à tous. Bon, alors au programme du jour, des choses pas marrantes, parce qu'on va parler très rapidement de ce qui s'est passé à Washington, récemment et un petit peu précédemment, et puis on va reparler un petit peu de Californie, et puis vous allez voir un petit peu d'actu. Allez, c'est parti. Donc oui, l'information de la semaine est quand même dramatique à nouveau. C'est la collision qui a eu lieu à Washington, donc il y a 2 jours, entre un Black Hawk de l'US Army et un CRJ en approche de la piste 33 de... j'ai tendance à l'appeler encore national, mais c'est le Ronald Reagan Airport en code KDCA, donc l'aéroport de Washington, alors qui est vraiment très très proche du centre-ville, puisque en fait le bout de piste il est à 4,5 km de la Maison Blanche. Ça explique aussi le retentissement de l'accident, en plus de ses conséquences directes. Alors, donc de nuit, la situation est la suivante. De nuit, le CRJ était en finale sur la piste 33, vraiment très proche, à 1 kilomètre du seuil de piste. Et à ce moment-là, un hélicoptère de l'US Army qui était en vol de nuit, visiblement sous JVN, a traversé les axes. Et il était à la même altitude que le CRJ, donc ils ont tapé, les deux sont partis à l'eau, ils sont tombés dans le Potomac, comme on le voit sur la photo. Il y a 67 morts au total, 64 dans le CRJ, donc équipage et passagers compris. Ils étaient 3 dans le Black Hawk. Le Black Hawk qui était une version VH60, c'est-à-dire que c'est un appareil de transport VIP, mais qui était en vol d'entraînement de nuit ce soir-là. Ça crée de sérieux remous, forcément, parce que ça se passe dans une grande ville. C'est une zone où le trafic aérien est extrêmement dense. Puis ça s'est passé, dans une ville importante. Alors, ils n'ont pas de système TICAS. Bien sûr que si. Le TICAS devait être branché. Je vous renvoie, pour tout ce qui est renseignement technique, parce qu'on est là aussi pour ça, sur Aérobuzz, où Fabrice Morlon et Gilles Roy ont traité et vont continuer à traiter l'actualité de l'accident et de l'enquête. Ça va être le boulot de la rédaction de suivre l'accident. Bon, là, il ne devrait pas y avoir de rebondissement avant que les boîtes noires soient ouvertes, puisque c'est l'information du jour. Les boîtes noires ont été retrouvées, forcément. L'épave, elle n'est pas par grand fond, on voit bien sur la photo. Bon, voilà, malgré tout, ça reste. Il aura fallu au moins 24 heures pour les récupérer, quand même, ce qui est normal. Ce qu'on va traiter, ça va être l'environnement global et puis les informations telles que nous on les reçoit en tant que particulier ou en tant que professionnel. Et là, je vous affiche à l'écran une data que visiblement tout le monde n'a pas eu, parce que les gens, à l'annonce du crash, se sont précipités sur Flight Radar. Or, sur Flight Radar, les vols militaires n'apparaissent souvent pas. Il y a d'autres outils, et ici c'est une capture d'écran d'ADSB Exchange, donc qui est un site en libre accès, de collaboration libre, on va dire, les gens qui ont des récepteurs ADSB chez eux, c'est pas très grand, hein, une petite antenne, etc. Ils captent ce que les transpondeurs des avions de ligne et des avions militaires envoient, et puis c'est renvoyé directement sur ADSB Exchange sans filtre, quasiment sans filtre. Ce qui fait que beaucoup de vols qui ne sont pas visibles sur Flight Radar le sont sur ADSB. L'outil est plus rustique, un petit peu plus compliqué à utiliser, mais il offre des possibilités vachement plus intéressantes quand on commence à l'utiliser. Et là, j'ai retrouvé la trace donc du dernier leg, du dernier vol de l'hélicoptère, et le dernier écho transpondeur, c'est au moment du drame, au moment de la collision, puisque là on est à l'endroit où ils ont fini leur trajectoire, on voit la piste 33 qui est là, et au moment où lui il est affiché ici, il est en train de rentrer dans le CRJ. Le vol du Black Hawk, alors, j'ai pas trouvé d'autres legs, d'autres branches, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il était sous des codes transpondeurs qui sont quand même filtrés? Est-ce qu'il était trop bas pour être capté? Vu le nombre d'habitants qu'il y a là, les chances pour qu'il y ait des gens qui soient intéressés par l'aviation et qui captent les ADSP sont assez fortes. Mais on le capte qu'à partir de là.
Pour vous situer aussi, on est juste à côté de Langley. Langley, c'est le siège de la CIA. Bon, mais il est en train de remonter le Potomac. Il passe au droit de la CIA. Il passe au droit du cimetière d'Arlington, où sont enterrés les un grand paquet de militaires et de héros américains. Il passe pas très loin de la Maison-Blanche, parce que la Maison-Blanche, elle est là. Le Capitole, il est là, donc. Et puis, il survole là. Là, c'est une base militaire où il y a des hélicoptères basés aussi, donc ce qui augmente aussi le trafic aérien du coin. Et là, il va pour traverser les axes parce qu'il est basé un petit peu plus au sud. Donc, est-ce qu'il reprend un cap direct vers sa base? L'enquête nous le dira. Mais voilà la situation. Donc, on est arrivé à retrouver la trajectoire de l'hélicoptère. Après, il va falloir voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de contrôle aérien et puis en termes de procédure chez les pilotes militaires à l'entraînement sous JVN. Alors oui, effectivement, JVN, ça veut dire que le champ visuel est réduit. Ça veut dire qu'aussi sur une ville, même si on imagine qu'ils ont des JVN dernière génération, la discrimination de certaines lumières est très compliquée. C'est une ville qui est très éclairée. On n'est pas très tard en plus. Donc il y a des lumières partout. Dans les JVN, ils les captent. Et est-ce que c'est pas ça qui masque un petit peu les feux de position de l'avion? Puisque visiblement, le pilote du Black Hawk, on lui a dit attention au CRJ. Il a répondu, si j'ai bien compris, qu'il avait le visuel. Mais est-ce qu'il avait le visuel sur le bon avion? Parce qu'un relèvement constant, dans un environnement lumineux, ça peut être très compliqué. Non, la vraie question, c'est pourquoi traverser les axes à cet endroit-là, sachant que là, forcément, c'est sûr qu'il y a des avions à très basse hauteur à cet endroit-là. Donc, le sens de la manip va devoir être expliqué. Et c'est surtout là-dessus que va pencher l'enquête, à mon avis, qui est sur le travail des contrôleurs aériens, évidemment. Pour ce qui est du TICAS, alors je me suis fait expliquer un petit peu la chose par Fabrice Morlon, qui donc est pilote de ligne, diplômé, et qui va être notre référent sur ces affaires-là. Visiblement, en dessous d'une certaine altitude, les TICAS sont toujours opérationnels, mais n'envoient plus d'alerte sonore. Ça se fait sur l'écran pour dire attention, il y a un avion qui arrive. Il est en train de faire un article là-dessus, justement, donc je ne vais pas m'avancer sur ce que lui va nous expliquer, mais globalement, passé une certaine altitude, les alertes TICAS ne sont pas aussi fortes qu'en vol. Et sachant que l'équipage à ce moment-là est vraiment en très courte finale, je pense que tout le boulot est fait sur le respect de la trajectoire, sur le suivi des procédures. On regarde la piste et forcément, on ne regarde pas ce qui se passe sur les côtés. Et peut-être qu'à ce moment-là, certaines indications sur des instruments ne sont pas forcément très lisibles ou le temps de les analyser, c'est trop tard, surtout que l'événement est arrivé visiblement très vite. Donc voilà, ça fait partie des interrogations. L'important, c'est qu'on a les datas. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ADS-B Exchange et l'outil que ça peut représenter, c'est que les trajectoires des aéronefs sur ADS-B Exchange peuvent être exportées en KML et donc utilisées ensuite sous Google Earth. Et ça, c'est une capture Google Earth avec les deux trajectoires des deux aéronefs, quelques microsecondes avant la collision. Donc on voit donc l'aéroport Ronald Reagan avec ses différentes pistes. La piste habituelle, c'est plutôt celle-là qui est la plus longue, mais globalement, cette fois, l'avion prenait la piste 33. Alors, j'ai cru entendre parler d'une route publiée pour l'hélico du type transit parisien, si j'ai bien compris. C'est possible, il y a des trajectoires de toute façon pour les hélicoptères. À Paris, des contrôleurs aériens expliquent que, par exemple, au Bourget, ils ont des transits hélicoptères assez fréquents. D'ailleurs, je les vois de chez moi aussi pour ce qui est du départ vers l'ouest. Couper les axes en hélicoptère du côté d'Orly, c'est tout à fait possible. Et je connais des gens qui l'ont fait, mais c'est vrai que ce que je pige pas sur cette trajectoire-là, c'est que là où ils volent, sachant qu'il y a des avions de ligne, il y a un trafic qui est très très dense sur Ronald Reagan, là, les chances d'être à proximité, de faire un air miss, ne serait-ce que ça, elles sont très fortes. Si tu passes ici, si ça se trouve, tu gênes moins le trafic. Puis si tu continues tout droit, tu vas faire la même manœuvre, mais 5 km plus loin, tu gêneras encore moins puisque les avions seront plus hauts. Donc le passage à cet endroit-là, il est pas très cohérent, à moins qu'il y ait effectivement un transit publié, légal. Et oui, la piste habituelle, elle est là.
La question pourquoi il a pris la 33, ça devrait être expliqué. Enfin, pourquoi on l'a autorisé en 33, ça devrait être expliqué. Ici, sur la situation, ici on a une grosse base militaire avec aussi un terrain hélico. Donc est-ce que ça peut expliquer qu'il y ait des transits dans ce sens-là, à cet endroit-là? Bon, ça fera partie de l'enquête, tout ça. Les points essentiels sur ce drame, c'est il s'agit du premier accident mortel d'un CRJ 700. Alors CRJ, c'est Canadair Regional Jet. Et là, bah, de toute façon, le type d'aéronef compte peu, puisque ça aurait pu être n'importe quoi d'autre comme avion. C'est le premier accident mortel à Ronald Reagan. Et c'est le premier accident mortel sur cet aéroport depuis 1982. Il y avait eu un TBM Avenger qui était tombé dans le Potomac lors d'un défilé, il me semble, il y a quelques années, mais ça compte pas, quelque part. Et c'est le premier accident mortel d'un avion de ligne depuis 2009 aux USA. Il y a eu d'autres accidents, d'autres collisions en vol qui ont eu lieu, et la plus récente aux États-Unis, c'est ce qu'on a appelé le miracle de Denver, qu'on avait traité sur Aérobuzz en 2021. Un Merlin SA 326 TC qui s'était fait rentrer dedans par un Cirrus, pareil, en approche d'un aéroport, pas très loin de Denver. Et le Merlin s'était posé avec des dégâts phénoménaux. Incroyable, l'avion était quasiment coupé en deux, mais ça tenait encore et le pilote a réussi à se poser. Et quant au Cirrus, le pilote avait tiré le parachute et donc l'avion s'était posé, un peu abîmé, je ne suis pas sûr qu'il ait revolé, mais tout le monde était sain et sauf, ce qui est pour ça qu'on avait appelé ça le miracle de Denver. La zone est complexe et j'ai eu mon attention qui a été attirée vers un article du New York Times que j'ai pas pu consulter puisqu'il est réservé aux abonnés. Comme quoi c'est important de s'abonner aux journaux. Et donc abonnez-vous à Aérobuzz. Sur le titre, c'est en résumé, en traduction, hein, en langage courant français, les coups de chaud des compagnies aériennes arrivent plus souvent qu'on ne l'imagine. Et en fait, c'était un article assez récent de l'année dernière qui traitait de la recrudescence des errements et des moments un peu chauds au niveau du contrôle aérien parce que le trafic aérien est très dense aux États-Unis et surtout les séparations entre l'aviation légère, par exemple, et l'aviation de ligne, il n'y a pas autant de distinction qu'on peut la connaître en France. Donc oui, il y a des cas où, à mon avis, oui, beaucoup de contrôleurs se font des petites frayeurs et donc il y a une recrudescence et donc quelque part, beaucoup de gens disent, bah oui, une collision en vol comme ça, bah oui, ça devait arriver. Et de toute façon, je pense que ça arrive régulièrement. On a beau mettre toutes les procédures, il y a un trou dans le grillage et boum, voilà. Et c'est ce qui s'est passé réellement, je pense, l'autre jour à Washington. Et ça, voilà, sur Flight Radar aussi, ce qu'on pouvait voir, et celle-là, elle est intéressante. C'est 20 minutes avant la réouverture de l'aéroport qui est resté très longtemps fermé. C'est un hélicoptère qui est en train de faire des recherches de corps. Alors, pendant toute la journée, il y a eu des articles pour nous expliquer qu'ils cherchaient des survivants. Il ne pouvait pas y avoir de survivants. Voilà. L'avion est tombé d'assez haut, et puis dans l'eau froide du Potomac, les chances de survie sont très, 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 très faibles. Bon, il faut récupérer des corps. Je ne pense pas qu'ils aient encore récupéré tout le monde. Et puis alors évidemment, on commence à voir les CV des gens qui sont morts dans l'accident. Là, je viens de tomber sur un article, il y avait des patineurs, des sportifs qui faisaient du patin à glace, et il y a 2 gamins qui étaient dans l'avion. Voilà, deux gamins à fort potentiel, de médailles, de compétition de patinage artistique qui étaient dans l'avion. Bon, voilà, ça fait des gros titres aujourd'hui. Et ça fait partie malheureusement de ces histoires-là. Voilà, un pattern d'hélicoptère de sauvetage qui cherche des corps à la suite d'un accident. Voilà ce que ça peut donner. Quelques minutes avant la réouverture de l'aéroport. La situation de Washington, pour les gens qui ne connaîtraient pas trop la géographie de l'endroit, quand même, c'est assez connu. Ici, vous avez la base d'Andrews. C'est la base où sont basés les 747 Air Force One et compagnie. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un gros trafic d'hélicos aussi dans ce coin-là. Ici, vous avez une base militaire avec évidemment quelques hélicoptères. Donc Ronald Reagan, alors Ronald Reagan, c'est un hub pour American Airlines.
C'est un aéroport dont le trafic est très réglementé parce que vous vous rendez bien compte que tout autour, il y a beaucoup d'habitations et donc les nuisances sonores, c'est un problème aussi là-bas. Alors, c'est un aéroport qui est dédié uniquement aux lignes intérieures de moins de 2000 km. Et Wichita, c'est 1700 km, donc ça rentre dans les vols possibles à destination de Ronald Reagan. On compte 310 000 mouvements pour 25 millions de passagers. À titre de comparaison, en 2023, il y avait 205 000 mouvements à Orly pour 32 millions de passagers. La conclusion, c'est qu'à Orly, on a des avions plus gros. Donc il y a moins de mouvements, mais plus de passagers. Là, on a des petits avions qui se posent. Et effectivement, là, ça a tapé sur un CRJ 200. Donc il y a une soixantaine de victimes. Un CRJ 700, pardon. Il y a une soixantaine de victimes. Ici, vous avez le Pentagone. Ici, vous avez Langley avec le siège de la CIA. Puis vous avez la Maison Blanche qui est ici, le Capitole qui est là. C'est une zone, moi, alors j'y suis allé il y a 20 ans, moi, à Washington, donc, et j'avais été surpris du trafic aérien qui tourne autour de la ville. Et constamment, effectivement, les approches, alors quand j'étais à Washington, elles se faisaient dans l'autre sens, sur cette piste-là, ou sur celle-là d'ailleurs. C'était, quand vous êtes en train de vous balader sur le mall, vous voyez des avions tout le temps, et des hélicos, et même des avions légers aussi. Il y a un peu d'aviation d'affaires à Ronald Reagan, mais alors les vols vers l'étranger, il y en a quelques-uns, mais c'est uniquement vers des pays sur lesquels il y a des accords douaniers. Il n'y a pas de douane à Ronald Reagan. Voilà, donc ça peut être que des vols intérieurs dans la plupart du temps. Et en fait, moi, cet accident, il m'a rappelé, ça pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une histoire qui va peut-être pas vous dire grand-chose, mais en fait, il y avait le précédent accident à National Airport à l'époque. C'était un 737-200 d'Air Florida qui s'était crashé à peu près à la même époque. Là, on a un accident qui s'est passé le 29 janvier. Là, l'accident s'était passé le 13 janvier 1982, en pleine tempête de neige. Et pardon, excusez-moi. Et le Potomac, à ce moment-là, était pris par les glaces. Et c'est un problème de dégivrage. En fait, c'est un 737 qui partait vers la Floride, qui avait été plus ou moins dégivré, si je me souviens bien, mais qui avait surtout pris la neige pendant le roulage, et le roulage, il avait duré 50 minutes. L'équipage avait jugé que ça ne valait pas le coup de revenir se faire dégivrer, parce que c'était un coup encore à perdre encore 1 heure. Et ils ont décollé avec les ailes chargées de neige, de glace, et ils n'ont pas été plus loin que le pont Rochambeau. Eux, ils se sont décollés par la grande piste. Et ils sont tombés là, ils sont restés 1 minute en vol, pas plus. L'histoire est dramatique dans le sens où l'avion a tapé le pont et il y avait du trafic sur le pont, donc il y a déjà eu 4 morts sur le pont. L'avion est tombé dans le Potomac, pas très loin de la rive finalement, mais l'eau était glacée. Surtout, l'avion s'est brisé en deux, donc l'eau est rentrée très vite dans le fuselage et visiblement, il y a des survivants de l'accident qui ont été noyés. Voilà, faut le dire. Et puis, il y a eu quelques survivants. Il y en a eu au total 5 qui ont été récupérés, alors, notamment par un hélicoptère. Alors, je crois que c'était un hélicoptère des News TV qui était dans le coin. Quand il a vu le crash, il s'est précipité. Et il a pu récupérer des gens qui se sont accrochés à son patin. Et ça avait été filmé parce qu'évidemment, on était en pleine journée là par contre. Et il y avait des gens avec des caméras déjà à l'époque. C'était pas le téléphone portable. Ils avaient filmé les opérations de secours. Il y avait 5 personnes qui avaient pu en réchapper. Et surtout, il y a une histoire qui est terrible, c'est qu'il y a un passager qui avait survécu à l'accident, qui a aidé les 5 survivants à être récupérés par les secours. Et au moment où les secours sont revenus pour le récupérer, lui, il avait fini par se noyer parce que l'eau était froide et l'eau froide, ça vous tue en très peu de temps. Le passager s'appelait Harland D. Williams Jr. et il a fait passer les autres. Il s'est sacrifié, voilà, tout simplement. Alors, il espérait pouvoir prendre le dernier hélico, mais malheureusement, le froid l'a tué avant. Voilà. C'est moi, quand j'ai entendu parler d'un accident à Washington, avant même de me renseigner sur ce qui s'était passé, c'est cette histoire-là. Je me suis dit, ah tiens, ça me rappelle ça. Alors cette planche, elle est tirée d'un bouquin dont je vous avais déjà parlé, qui est le fameux Air Disaster. Donc c'est dans le volume 2 de MacArthur Job. Et en fait,
outre le texte qui est extrêmement documenté et très précis, le dessinateur représente la scène de l'accident et elle est, je pense que ça parle même beaucoup plus que les photos, puisqu'en plus, il y a les détails des conversations radio et puis toutes les informations en une planche comme ça, ça donne un niveau du livre. Quand on s'intéresse à l'accidentologie aérienne, ça fait partie des outils qui sont extrêmement intéressants. L'avion a décroché, vraiment au bout de moins d'une minute de vol. Je crois qu'il n'a pas dépassé 352 pieds de hauteur. Donc, voilà. On va repartir au chaud, on va repartir en Californie. On va faire un petit point sur où en sont les feux, puisque plus personne n'en parle, c'est normal, à part moi. Donc ce sera le dernier point. Alors, cette planche-là, dans un premier temps, c'est pour vous expliquer ce que j'ai raconté sur les 3 émissions précédentes sur le morcellement du territoire américain et des responsabilités. Ici, cette carte-là, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir plus grande, mais les taches vertes représente le territoire de la Californie qui tombe sous le coup des autorités fédérales en tant que responsabilité de défense face au phénomène. Donc là, en vert, c'est le territoire qui est défendu par l'US Forest Service, pour ce qui est des feux de forêt. En rouge, c'est les zones qui incombent au Cal Fire. Et en gris, les zones qui incombent aux gouvernements locaux, c'est-à-dire aux communautés, enfin aux collectivités locales. Et donc, on voit que c'est extrêmement morcelé. C'est un pataquès. Bon, les gens savent. Après, il y a des accords qui font que les avions du Cal Fire interviennent en zone fédérale quand les avions fédéraux ne sont pas là. C'est évident. En fait, le Cal Fire va intervenir un peu partout. Alors, il y a des zones où le Cal Fire ne va pas intervenir. Par exemple, dans le désert. Là, on ne va pas les voir souvent. C'est normal. Il y a des accords interagences de façon à ce que les secours soient fluides. Mais ça donne une bonne idée du morcellement du territoire américain. Là, c'est que la Californie, mais sur tout le territoire américain, c'est pareil. Et donc, toutes ces agences-là se marchent sur les pieds les unes les autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a un couvercle fédéral. Et puis des accords entre agences pour pouvoir intervenir dans les zones des uns et des autres. Les parcs nationaux relèvent du fédéral, et puis tout le reste dépend de la Californie. La Central Valley, je ne sais pas pour quelle raison, ça n'incombe pas au Cal Fire, je m'en renseignerai. Et donc, je vais vous montrer une petite vidéo. On avait parlé, je vous avais dit que j'avais enregistré un truc sur Flight Radar pour vous montrer une opération d'attaque initiale californienne typique. Et donc ça se passe en même temps que les gros feux à palissade. C'est une mission typique, feu de forêt, en Sud-Californie. L'alerte vient d'être donnée, le Bronco a décollé et vous avez les 2 trackers qui suivent. Donc le T-95 et le T-91. Voilà, ils ont trouvé le feu, le T-95 a largué immédiatement et rentre à la base. Le 91 vient de larguer. Il retourne recharger. À ce moment-là, le Bronco continue à tourner, à surveiller le feu. Alors, si on accéléré, hein, vous avez l'échelle du temps qui est là. Et à ce moment-là, vous avez déjà les premiers hélicoptères qui arrivent. Là, ce sont les hélicos. Alors là, celui que vous avez là, c'est un avion d'entraînement du Marines Corps. Mais les hélicos sont déjà là et commencent leur travail d'extinction. Pendant ce temps-là, les trackers sont au remplissage à Ramona. On est dans la région de San Diego. Et ils repartent assez rapidement. 3000 litres, ça se remplit assez vite. Et ils vont refaire une passe de largage sur le feu, alors que les hélicos sont déjà en action. Alors évidemment, on les perd un peu, donc le T-95 et le 91. Et là, vous avez encore un avion de l'US Navy ou des Marines qui passent là. Et à ce moment-là, entre-temps, il y a 2 autres trackers qui ont été mis en action. Il y avait 4 trackers à Ramona à ce moment-là, donc le 79 et le 90. Alors, ces avions-là sont intéressants, surtout le 79, on va y revenir après parce que c'est le plus récent de la bande. Et donc là, on est à 6 largages de trackers, si je me souviens bien. Il y a encore un départ du 95, donc ça va faire 7. Et le 91 qui retourne. Et pendant ce temps-là, les hélicos tournent aussi de leur côté. Et puis pour les trackers, ça va être
terminé. Et le feu, là, le combat aura duré pour eux, l'attaque initiale aura duré peut-être un peu moins d'une demi-heure. Le feu a été jugulé, là, c'est celui qui n'a pas dépassé les 20 hectares. Mais on voit bien la stratégie, c'est-à-dire qu'on met les trackers en action très vite avec le Bronco qui reste de toute façon sur le feu. Donc ça c'est un peu comme un gare posté qu'on pourrait avoir en France. Et surtout, les hélicos interviennent très très vite aussi, un peu comme les Canadair sont appelés assez rapidement dès qu'on voit que l'événement le nécessite. Les hélicoptères, il y a à la fois des hélicoptères du Cal Fire, mais il y a aussi des appareils qui viennent du shérif de San Diego, qui est vraiment tout près. Et on en revient aussi au morcellement du territoire, c'est-à-dire que le territoire de la ville de San Diego a un service de shérif, la police tout simplement. Et les hélicoptères de police du shérif sont équipés en permanence d'un réservoir ventral et interviennent donc sur les feux en renfort du Cal Fire quand il y a besoin. Et là, le feu, il n'a pas duré très longtemps. Alors, la situation sur les feux de Los Angeles. Aujourd'hui, ce matin, le feu de Palisade, dont on ne parle plus, il est contenu à 98%. Ça veut dire qu'il reste encore 2% où les pompiers se battent un peu. Il va terminer, parce que là, le combat est en train de se terminer à 9500 hectares. La direction des opérations, qui était une direction des opérations combinées, désormais n'incombe plus qu'au Los Angeles City Fire Department. Il y a encore 800 personnes sur le feu, 22 camions et une citerne. Et au total, on dénombre 12 morts, 4 blessés et 6837 structures détruites. Alors une structure, c'est bâtiment, commerce, tout ce que vous voulez. Il y a encore des restrictions d'accès, beaucoup, pour les gens qui ont été évacués. Ils n'ont pas pu récupérer, alors soit sur les ruines de leur maison, soit si les maisons sont encore debout, réintégrées. Sur le feu, le Heat on Fire, il est contenu à 99%. Il a fait 14 000 acres, donc 5600 hectares. Alors, c'est un feu qui avait débuté donc, le 7 janvier quand même, donc on est à 3 semaines. Il est contenu à 99%, donc là aussi c'est la fin. Il a fait 17 morts et 9 blessés, et on est à 9418 structures détruites. Et puis, on avait parlé du Hughes Fire, donc qui avait éclos comme ça, et sur lequel tous les avions avaient été engagés assez rapidement. Alors lui, là, débuté le 22 janvier à 10h53 et il était terminé le 28 janvier. Il n'y a plus personne qui travaille dessus. Mais sur ces 6 jours, puisqu'il est contenu maintenant à 100%, il a quand même dévoré 10 425 acres. Donc il a fait 4200 hectares. L'enquête est en cours sur les origines des feux. L'organisme qui est en charge de cette enquête, c'est l'ATF, donc c'est le bureau des alcools, du tabac et des armes à feu et des explosifs. Les avions qui avaient été mandés et mis en place un peu partout autour de Los Angeles commencent à repartir sur leur base. Par exemple, les Canadair de Bridger sont arrivés à Bozeman, là, je crois, hier. Waterfall, qui nous demande si, depuis l'incident du Canadair qui a tapé un drone, y a-t-il un squad dédié aux drones intrusifs avec armement ou autre moyen dissuasif? Pas d'informations là-dessus. Le FBI court toujours après le propriétaire du drone. Aux dernières nouvelles que j'avais eues, il y avait eu des arrestations de pilotes, parce que rien que sur les 3 premiers jours du feu, il y avait eu 48 intrusions de drones. Alors, est-ce que derrière, ils ont mis le couvercle et ils ont mis des moyens? Ça, j'ai pas eu le temps de suivre. Par contre, ce qui était extrêmement intéressant, ça a été de suivre les réactions des gens quand on leur dit « Ah, il y a un drone qui a tapé un Canadair. Mais comment c'est possible? Un drone, ça va pas à plus haut de 120 mètres. » Oui, enfin, le Canadair, ça va plus bas que 120 mètres. Enfin, ça a montré, et c'était aussi le sens de l'édito que j'ai pondu ce week-end, c'est cette incompréhension totale entre les utilisateurs de drones qui n'ont pas de formation de pilote pour la plupart, qui jouent dans l'espace aérien sans se rendre compte que même à basse altitude, on peut croiser des avions. Et à proximité d'un feu, encore plus. Autant le gars qui fait voler son drone dans son jardin à 120 mètres, et puis bon, il y a des avions de chasse qui passent, mais c'est pas fréquent, ok, à côté d'un feu, à quel moment, surtout que c'était pas le premier jour, à quel moment il s'est pas dit que les Canadair, ça vole bas, les hélicos, ça vole bas, les HVE, ça vole pas. En plus, on le voyait sur les trajectoires du Canadair de ce vol-là. Ils étaient en train de limer la trajectoire entre Palisade et le Pacifique. Ils passaient pas forcément toujours au-dessus du même endroit, mais enfin, ça faisait un moment qu'il tournait. Le gars, il lance son drone. Il y a des Canadair qui passent, mon gars. Mais en fait, c'est un problème de cerveau, quoi, réellement. Donc, je ne sais pas s'ils n'ont pas mis en place des restrictions techniques et des équipes spécialisées. De toute façon, il y avait... ils ont bloqué l'accès aussi aux zones...
Et puis, il y avait moins de choses à filmer finalement après. Une formation même basique devait être obligatoire en France. Alors, je crois qu'il y a une formation qui est basique, non, qui n'est pas basique justement, parce qu'il faut au moins le théorique pilote QLM, si mes souvenirs sont bons, quand tu veux être pilote de drone pour des images à titre plus ou moins professionnel. Normalement, à titre amateur, alors je crois qu'il y a des drones libres, mais oui, faut expliquer aux gens que rentrer dans un espace aérien, mais c'est un peu comme les trottinettes électriques quelque part. Il faut avoir les bases du code de la route pour aller sur la route. Tu n'as pas besoin d'avoir le permis de conduire, mais au moins de connaître le code de la route pour se débrouiller. Ça leur éviterait peut-être de rouler sur le trottoir et d'essayer de me tuer comme toutes les semaines, quoi. Vraiment. Bon. Donc il n'y a pas plus d'informations que là-dessus. Alors on va revenir à Ramona, parce que Ramona, on y était passé en 2018. Et on y était passé en mars-avril et la base était opérationnelle. Les avions étaient là et c'était chouette. Et en fait, voilà la base de Ramona. Alors, Ramona, c'est vraiment une petite base. Au sud, c'est la plus au sud de la Californie. On est à 50 km de la frontière mexicaine. C'est une base qui est assez haute, hein, elle est à 400 mètres d'altitude. Il y fait souvent très chaud. J'ai regardé la météo de Ramona. En janvier, ça va de -9 à +35, en fonction des années. Là, on est peut-être une saison à +25. Donc, elle est quasiment aujourd'hui ouverte en permanence. Il y a des avions du Cal Fire présents en permanence sur place. Bronco, là on l'a vu jusqu'à... Donc il y en avait un, c'est le 330, et c'est bien celui qui était à Ramona. Et puis, hors saison, c'est des avions qui viennent d'autres bases. Donc là, on avait vu qu'il y avait le T91, le T95, le T90, le T79. Alors, le T91 et le T90, ce sont des avions qui sont affectés à la base d'Ukiah, dans le nord de la Californie. Donc, soit c'est des bases qui ferment tôt. Donc, c'est des avions qui sont sans doute déjà passés en maintenance hivernale, donc qui sont libres, et ils débutent leur saison dans le sud. Le T95, pareil, c'est un avion qui vient de Redding. Alors, Redding, c'est comme Ukiah, c'est au nord de la Californie. Et le 79, par contre, lui vient de Hollister, donc c'est plutôt Californie du centre. Mais ces avions-là ne sont pas les avions qui sont normalement en saison affectés à Ramona, ce sont des avions qui étaient là parce qu'ils étaient disponibles, parce que tout le reste est en train de passer en maintenance hivernale. Jérôme Laval, pilote du Cal Fire bien connu maintenant des auditeurs de Jump Seat, est en Californie depuis quelques jours et a repris le travail lundi. Mais avant de reprendre le travail, il s'est inquiété de savoir si son T85 était engagé dans le sud, parce que son T85, c'est selon lui, un des meilleurs avions du Cal Fire, un de ceux qui a été le moins brutalisé, on va dire. Et il était inquiet de savoir si son avion n'allait pas être utilisé pour les opérations du côté de Los Angeles, et surtout entre les mains d'un bourrin, d'un éventuel bourrin. J'ai senti une vraie inquiétude chez Jérôme à ce moment-là sur son avion, et en fait son avion est à Sacramento en maintenance, visiblement. Donc, le voilà rassuré, je ne sais pas à quel moment il va commencer à récupérer son avion et à voler dessus, mais en tout cas, voilà. Ramona, Sud-Californie, donc les trackers. Là, on a à cette époque-là, là, ça va être le 75 qui était d'alerte, donc il était débâché. Les réservoirs de retardant sont pleins en permanence. Et là, on a les tuyaux qui sont posés, prêts à être utilisés au cas où il y ait besoin de remplir l'avion. Il y a au moins 2 pits, deux points de remplissage pour les trackers à Ramona. Et je crois que Ramona peut accueillir des lourds. Et la piste, elle fait 1500 mètres. Je crois qu'elle peut accueillir des C-130. Le 79, voilà, je voulais en parler du 79 parce que c'est le tracker le plus intéressant du Cal Fire, à part le 85 et le 93. Le 79, c'est le plus récent qui est entré dans la flotte du Cal Fire, et son histoire mérite qu'on la raconte un petit peu. En 2018, il avait 4000 heures de vol, donc il était neuf. Il y a une histoire un peu particulière. C'est un avion qui a été construit à la fin des années 60, début des années 70. Il a été stocké à Davis Monthan de 1975 à 2019. Et puis, en 2014, il y a eu un crash. Il y a le Tracker 81 qui s'est planté avec un pilote qu'on avait rencontré en 2014, Greg Hunt. Et pour remettre la flotte du Cal Fire à son niveau, le Cal Fire dispose d'un certain nombre de cellules stockées dans le désert d'Arizona, justement prêtes à être utilisées pour ça. Et donc ils ont sorti l'avion du désert, ils l'ont passé en atelier à Sacramento, et puis l'ont transformé en bombardier d'eau
selon le STC qui avait été édité par March Aerospace, qui était en fait le concepteur initial de cette sous-variante du Tracker. March Aerospace a disparu en 2021 et tout a été liquidé. March Aerospace existait encore en 2018 au moment où l'avion a commencé, enfin 2017 quand l'avion a commencé à être transformé. Mais c'est pas eux qui ont eu le contrat. Parce qu'en fait, finalement, c'est March qui avait fait les modifications, mais c'est le Cal Fire qui est propriétaire du STC. Donc les modifications sont 2018 pour le premier vol. Et ça, c'est une photo du premier vol. Et l'avion, là, je trouve cette photo, elle est géniale, parce que l'avion n'a pas été peint du tout. Et ben ça, c'est un défi pour un maquettiste. Si vous avez envie de représenter un tracker du Cal Fire, si vous avez envie de vous faire mal, il faut le peindre comme ça. Accrochez-vous les enfants. Après, il a été peint, il est tout beau, le 79. Mais en fait, cet avion-là, en 2018, il n'avait que 4000 heures de vol. Donc il était neuf. Il a encore 30 ans de potentiel devant lui. Il n'y a pas de problème. Il est resté combien de temps? 30 ans, 30 ans stocké. Une petite livrée pour Flight Simulator. Je crois que, et j'ai vu sur le mur de Jérémy Hulot, donc qui a conçu le tracker du Cal Fire pour Flight Simulator 2020-2024, je crois qu'il l'a, la livrée pour Flight Simulator. Et faudrait que je vérifie, puis il faudra qu'on s'occupe de le faire tester cet avion, parce que, ouais, super intéressant. Donc oui, le 79, ça explique pourquoi les avions du Cal Fire sont toujours en service, alors que nous, on a remisé les nôtres, mais ils sont beaucoup plus récents que les nôtres. 4000 heures de vol, voilà, l'avion il a un énorme potentiel. Tous les avions qui ont été modifiés, qui sont en service au Cal Fire, ont été modifiés au début des années 2000, donc ils ont 20 ou 25 ans de service seulement. Et un service qui a été interrompu parce qu'entre leur utilisation au sein de l'US Navy, donc entre la fin des années 60 et la fin de la guerre du Vietnam, en gros, vers 1973, ils ont commencé à dégager pas mal d'avions. Les avions sont restés stockés pour la plupart et n'ont été déstockés qu'à la fin des années 90. Donc c'est des avions qui ont très très peu volé. Si vous regardez l'histoire du T-01, c'est un avion qui n'a jamais été stocké. Entre sa construction en 1955, non c'est 59 le T-01 je crois, à la fin des années 50, entre sa construction et la fin de service, donc en 2019, il n'a jamais été arrêté de vol. Le plus jeune des nôtres avait passé les 15 000 heures de vol, c'était les 15 000 heures de vol en tant que bombardier d'eau. Parce que, et je l'avais vu sur le T15, il était, je crois qu'il a 23 000 heures de vol, parce qu'il y en avait 15 000 au sein de la sécurité civile pendant les 40 ans où il a volé, et puis il y avait tout son background US Navy. Je n'ai pas les chiffres que je donne sur mon blog, sur la page, sur les trackers, je dis ils ont tant d'heures de vol, ce sont les heures de vol en tant que bombardier d'eau à la sécurité civile, parce que là j'ai eu les chiffres. Mais les chiffres comprennent les heures de vol faites par au sein de l'US Navy, donc ou de la Royal Canadian Navy, Royal Canadian Air Force, donc au cours de leur vie d'avant, je ne les ai pas tous, je l'ai que pour le T15. Et donc oui, c'est des avions qui sont beaucoup plus usés. Donc, le Cal Fire va garder ces avions, et on avait fait une émission là-dessus pour expliquer qu'en plus, avec l'arrivée des C-130, ils vont pouvoir alléger le dispositif de certaines bases, où on va remplacer à certains endroits un tracker par un C-130, gain opérationnel, et ce volet de chantier, quelque part, ces avions vont pouvoir passer en chantier de prolongation, et donc ils vont pouvoir faire tourner la flotte comme ça un petit peu plus. Et surtout, ils vont avoir deux avions qui vont être en attente, et ils vont pouvoir lisser les heures de vol. Enfin, en fait, ils vont gagner un petit peu de confort en ayant des avions en RAB, tout simplement. Et c'est ça qu'on n'a pas, nous, en France, par exemple, sur nos avions, hein, c'est sur les Dash 8 ou sur les Canadair, c'est des avions en RAB, des avions stockés. Je me suis fait expliquer la façon dont les Italiens procèdent avec leurs Canadair. Les Italiens ont 18 Canadair. En fait, leur contrat opérationnel ne porte que sur 15 Canadair. Donc ça veut dire que tous les ans, ils ont 3 Canadair qui sont là, stockés, en bon état. Et s'il y en a un qui tombe en panne, c'est simple, il y en a un qui est là, on le met à la place, on le met en opération, et puis voilà, comme ça c'est transparent. Le contrat, il est que de 15. D'où la nécessité de renforcer la flotte des Canadair français, de façon à avoir, peut-être aussi, pour combattre ces histoires de disponibilité, d'avoir plus d'avions pour avoir une disponibilité meilleure. On n'aura pas forcément 16 avions opérationnels tout le temps, ce ne sera peut-être pas forcément le contrat, mais avec
14 avions opérationnels et 2 en RAB. Au moins, on peut faire tourner les machines et au moins des machines qui sont prêtes à intervenir, stockées au cas où, de façon à avoir les moyens dont on a besoin. Parce que 2 avions en plus, ça veut dire aussi un certain nombre d'équipages disponibles en plus. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe, qui ne s'improvise pas. C'est un peu le modèle que le Cal Fire va commencer à avoir sur ses trackers grâce à l'arrivée du C-130. Ça, c'est assez génial quand même comme histoire. Et c'est parce que les trackers du Cal Fire sont les plus récents, qu'ils peuvent se permettre ça aussi. Voilà, la base de Ramona, il fait super beau. L'environnement est joli, il y a des montagnes, des petites collines sympas. Bon, alors quand ça brûle là-dedans dans le coin, parce que Ramona, juste pour information, c'est un coin, quand ça crame, ça fait pas semblant. En 2003, octobre 2003, le Cedar Fire, il fait 110 000 hectares cramés, 2820 bâtiments détruits, dont 2232 maisons, 15 morts. Et le feu a brûlé pendant un temps assez long. Et en octobre 2007, à nouveau octobre, important, le Witchfire, 3 jours, 78 000 hectares, 640 maisons. Et en fait, c'est un feu qui a rejoint un autre sinistre et c'est devenu un feu complexe. Et au bilan, c'était à 80 000 hectares, 2 morts et surtout 500 000 personnes évacuées de façon préventive parce que en fait, le feu approchait carrément San Diego. Et ces 2 feux-là, qui sont les 2 plus gros feux du sud de la Californie, ont eu lieu aussi pendant des épisodes de vent de la Santa Ana. C'est une zone qui est relativement sèche. La météorologie du coin, elle est terrible parce qu'effectivement, il pleut de décembre à mars. De juin à septembre, il tombe rien. La pluviométrie mensuelle, c'est 1 mm. Donc c'est que dalle. Et après, ça repleut un petit peu donc à partir de décembre. Ça veut dire qu'il y a vraiment, c'est très marqué avec une saison sèche et une saison humide. Quand la saison humide se transforme aussi en saison sèche, que l'été les températures montent très haut parce qu'on peut atteindre les 40 degrés là-bas, ça donne les résultats qu'on voit sur les chiffres. C'est-à-dire que quand ça part, ça part. Et ça part très très fort. Et là, 2003-2007, c'est pour ça aussi que quand le feu est parti sur la vidéo que je vous ai montré, ils ont mis tous les moyens tout de suite pour stopper dans l'œuf. Toujours la même priorité au feu naissant parce que c'est le seul moyen de ne pas se retrouver avec des immenses feux un peu partout. Voilà, l'aéroport de Ramona, la base est là. Il y a plein de petits avions. Et ce que je remarque, mais alors c'est peut-être lié à la géologie, mais il n'y a personne qui s'installe autour de l'aéroport. Je pense qu'ils sont à peu près tranquilles, eux, pour voler en paix. Belle piste en dur, 2500 mètres. Il faut au moins ça parce que l'été, l'altitude plus la chaleur, même sur un avion un peu véloce, les décollages doivent être rigolos. Et donc, on avait passé du temps à traîner sur l'aérodrome. Et basé là aussi, les hélicoptères HBE. Alors, celui-là, je ne sais plus sous quel contrat, mais je crois que c'est un contrat local. Et donc, l'hélicoptère est d'alerte. Alors là, c'est une alerte, c'est pas une alerte immédiate, mais l'avion est prêt à décoller, je pense, en quelques minutes quand même, et équipé de son réservoir ventral, prêt à bondir sur la première fumée qui traîne. Et il est accompagné de son camion, je sais qu'il y a des amateurs de véhicules, donc il est accompagné de son véhicule de soutien, San Diego Helitac. Bon oui, c'était l'occasion de faire des photos sympas avec le Bronco qui vient, donc là on baisse un peu en vitesse, et puis on fait des jolis disques. Ils sont pas complets, mais bon, c'est pas grave. On avait une brume de chaleur qui était assez forte, et puis surtout, c'était un peu à contre-jour, bon, il fallait jouer avec. Et alors, toute la journée, il y a des avions comme ça qui défilent, ça c'est un Cessna 140, 85 chevaux, 2 places, train classique, le bonheur. Et puis on a vu passer ça aussi, pendant le temps où on est en train de spotter. Alors ça, c'est un avion qui venait de Miramar, voilà, c'est une unité des Marines de formation, et les gars venaient vers des Touch and Go, sur l'aérodrome d'à côté. Alors Miramar, quand t'es né en 1971 comme moi, que t'as 15 ans au moment de la sortie de Top Gun, tu vois, ça commence à te parler. Ouais, les avions de Miramar qui viennent traîner dans le coin, c'était un peu sympa. Et alors celui-là, on va le dédicacer à notre ami Jean Barbeau, qui n'aime que les avions avec dents de requin. Celui-là en est un beau spécimen. Et je termine ma visite de Ramona par ce que vous découvrez en fait en arrivant, c'est que Welcome to Ramona Airport. Vous passez la grille et en fait vous tombez dans un petit endroit qui est très sympa, qui est une Aircraft Viewing Area. Petit espace pique-nique avec des barrières d'1,10 m. Vous êtes à toucher les avions. Voilà, c'est comme ça qu'on accueille les gens sur un aérodrome, quasiment tous en Californie. Oui, venez voir les avions, approchez-vous. Alors, il y a des messages, faut pas passer la barrière. Et ça, vraiment, faut pas. Mais si vous passez pas la barrière, vous faites ce que vous voulez.
pique-nique. Alors c'est un peu ombragé, bon, et c'est pas ombragé en permanence, mais là vous êtes à toucher les avions. Et vraiment. Alors on imagine un truc comme ça à Nîmes, ce serait pas mal, hein. Et puis il y aurait tout le temps un petit peu de monde, voilà, ça c'était plutôt sympa. En France, on utilisait des ULM pour surveiller les forêts il y a quelques années, mais on utilise toujours des ULM pour surveiller les forêts. Il y a des projets en cours. La compagnie Aria Firefighting utilise un ULM en complément de ces opérations. Donc, et puis de toute façon, je crois que les pilotes privés, quand vous survolez une zone à risque dans le sud de la France et que vous voyez une fumée suspecte, je pense que vous pouvez prévenir la tour de contrôle, le service d'information en vol qui répercutera. Donc de toute façon, les aéronefs ont un rôle à jouer systématiquement dans la détection des feux, ça c'est sûr. Bébé Juju qui nous dit « Où est le double grillage et le barbelé ?» Bah ouais, bah là-bas, il n'y a pas. Voilà. 1m10 et t'es vraiment à toucher les avions. Et puis en général, on le voit là, en fait, un portillon. Quand la situation est calme, que le pilote est là, ouais, viens, passe. En fait, ça c'est juste pour empêcher les coyotes de rentrer sur le tarmac parce qu'en fait, voilà, c'est un espace quand même assez public. Et voilà, c'est pour ça qu'aussi je suis assez fan des bombardiers d'eau américains, c'est que c'est des avions qui sont assez accessibles finalement. Alors évidemment, pourquoi? Parce que ce sont des petites bases, ce sont des petits détachements. Il y a du monde, mais on contrôle qui rentre et on accompagne qui rentre. Donc ça se passe bien. Dans une grosse base comme Garon, il y a qui rentre, on contrôle à l'entrée. Et puis comme les gens sont occupés, c'est une grosse base, il y a les commandements, etc. Donc le public n'est pas admis. Là, c'est des petits détachements. En gros, si vous allez sur une base de dragons, au Havre, à droite à gauche, les hélicoptères sont assez accessibles parce que ne sont pas sur des gros aérodromes ni sur des grosses bases aériennes. Point barre. Au Canada, on a besoin de barrières un peu plus solides à cause des ours et des bisons un peu curieux. Oui, j'imagine. Alors oui, parce que le principal problème aussi en Californie, effectivement, c'est les coyotes, c'est les petites bestioles. Les ours, les bisons, les orignaux. Hein, ça aussi, peut-être, un peu curieux, les bisons, c'est un peu sympa, quoi. Allez, ceci dit, j'espère qu'on en a terminé avec les feux de Californie. Ça commence à bastonner sérieux en Australie, on verra s'il y a des choses à dire, mais j'espère qu'on va passer un peu de temps sans parler bombardier d'eau dans cette émission dans les semaines qui viennent, j'espère bien. Voilà. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aux obsèques de Madame Valérie André, Madame le Général André. C'était aux Invalides, devant un aréopage assez distingué, puisqu'il y avait quand même une ancienne ministre de l'Intérieur, une spationaute, plein de généraux, des chefs d'état-major, aucun représentant du gouvernement à ma connaissance. Et puis moi, voilà, tout simplement, pour assister à ces obsèques dans la cathédrale Saint-Louis. Belle cérémonie. Visiblement, elle avait anticipé son décès. En fait, la cérémonie était prête depuis depuis une dizaine d'années, si j'ai bien compris. J'ai filmé ça pendant la cérémonie. Donc alors, moi j'en ai vu que 2. Parce que là où on était placé à l'abri, parce que là c'était assez menaçant au niveau météo, j'avais pas envie de prendre la pluie. On s'était mis sous les arcades. J'en ai vu 2, donc 2 hélicoptères qui sont venus saluer Valérie André, première femme pilote d'hélicoptère. Française, y compris à titre militaire. Oui, c'est aussi la femme la plus décorée de France, peut-être même du monde, parce que première femme Grand Croix de la Légion d'honneur, en plus de tout le reste. Donc voilà. Alors c'était pas Sophie Adno, c'était Claudie Aigneret était présente, très discrètement. Seule d'ailleurs, pas avec son mari. Puis Michel Alliot-Marie en politique, qui était présente d'ailleurs, la photo que je vous avais montrée la semaine dernière, on voit Michel Alliot-Marie et Valérie André, Michel Drucker à l'arrivée du Dragon, voilà, ils se connaissaient, et Michel Alliot-Marie était présente aux obsèques, donc voilà, devait s'apprécier réellement ces gens-là, et c'est bien. Valérie André, avec sa grande tenue, c'est le petit carton qu'on avait pour suivre la messe, puisque effectivement il y avait une messe. Moins de monde étoilé pour la cérémonie de James, oui, qui est décédé malheureusement. Oui, un pilote de Canadair qui est décédé cette semaine, qui était jeune, qui était à la retraite depuis pas très très longtemps. Et donc les obsèques ont eu lieu cette semaine. Je voulais en parler, mais j'avais des doutes sur son parcours. Visiblement, on m'a dit que c'était un ancien mécano-nav de la marine transformé pilote, mais j'ai un doute sur sa bio. Et en fait, il fait partie des gens dont la bio n'a pas été publiée dans le Pélican Info. Parce que si j'ai bien compris, il est parti à la retraite en 2021 et donc il fait partie des gens dont la bio
au moment de la retraite, n'a pas été publié, donc je n'ai pas les informations. Donc il fait partie des gens qui ont été transformés mécanonaves en pilotes. Comme je n'avais pas les billes et que je n'avais pas la confirmation, que je n'ai pas eu le temps de faire les recherches, oui. Faut savoir que sur Ciel 215, à la sécurité civile, donc du début des années 70 à 1995, à bord d'un Ciel 215, vous n'aviez pas deux pilotes. Vous aviez un pilote et un mécanicien navigant. Et sur les Ciel 415, ils sont passés à deux pilotes. Il restait quelques mécaniciens navigants qui ont été transformés pilotes. Ils n'étaient pas très nombreux, une demi-douzaine, je crois, si je me souviens bien. Ils ont gardé un ou deux mécanonaves jusqu'à la fin des trackers à moteur à piston en 2006. Le dernier, c'était Bernard Servière, qui on rendra en hommage aussi, parce que bon, c'est celui qui m'a fait visiter, moi, qui m'a fait entrer sur la base. Donc c'était quelqu'un qui avait un parcours et qui était très apprécié de ses collègues, visiblement, vu les messages que j'ai vus passer des uns et des autres. Voilà, c'est un décès brutal, désolant et ouais, vraiment très triste. Alors il faisait partie des gens que je ne connaissais pas, que j'avais croisé, mais qui ne faisaient pas partie de mes contacts réguliers à la sécurité civile, mais son nom circulait. Et en fait, il avait une réputation qui était quand même assez sympa. Bon, voilà. Il est décédé cette semaine et ça a été un gros choc pour tous les gens qui l'ont côtoyé sur la base. On va terminer l'émission sur un petit point pour les amis photographes. Le prix de la photo aéronautique Jacques Balsan 2025 donc, est ouvert. Vous pouvez envoyer vos photos à l'adresse qui est sur l'affiche. Du 22 janvier 2025, donc c'est ouvert, et jusqu'au 2 avril 2025. Je fais une partie d'une émission sur les récipiendaires des prix 2024, et on avait... moi, je trouvais que le concours était mal structuré, que les catégories avaient peu de sens. Je ne sais pas si c'est que grâce à moi, mais je pense que je ne devais pas être le seul à le penser, à le dire, et visiblement, ils ont tout remis à plat. Et donc, le nouveau règlement est sorti, beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux organisé, qui va donner lieu à beaucoup plus de... Enfin, pas plus de récompenses, mais ça va être beaucoup plus clair. Et on va le voir tout de suite, pour vous donner envie de participer, si vous faites de bonnes photos. Parce que vu comment les prix étaient dotés l'an dernier, s'ils arrivent à maintenir ce niveau-là, chapeau, et ça vaut le coup de participer, donc il faut participer. Si vous aimez faire des photos d'avion, et pas seulement, mais autour du domaine aéronautique, voilà, là maintenant on peut y aller. 4 catégories, 4 prix pour les belles photos. Air-sol, vous êtes au sol, photographiez un avion, par exemple pendant un meeting aérien, mais pas forcément. Air-air, si vous avez la chance de voler et de photographier un avion qui vous accompagne, ça peut être un avion d'aéroclub. Ça se fait, on peut faire de très jolies photos avec des avions d'aéroclub. Sol, air-sol. Alors, vous êtes dans les airs et vous photographiez un aéronef au sol. Effectivement, on peut faire de très belles photos comme ça sur un aérodrome, un aéroport. Et puis, photo sol-sol, un avion statique, au roulage, au décollage. Voilà, au moins ça c'est clair et c'est ouvert à tous. Et le concours va aussi distinguer un certain nombre de sous-catégories qui feront l'objet de diplômes qui seront distincts. Photographie d'un aéronef historique, quelles que soient les catégories précédentes. Coup de cœur de la commission. Voilà, une photo n'a pas été récompensée, elle est dans une des 4 catégories, mais elle se distingue, et boum, voilà, il peut avoir le coup de cœur, et ça c'est vachement bien. Portrait d'un aviateur dans son environnement, voilà, vous faites un zoom sur un aviateur. Par contre là, il y a le droit à l'image de la personne que vous photographiez. Donc à ce moment-là, vous devez avoir l'attestation de la personne que vous photographiez. Ça c'est une contrainte qu'il faut prendre en compte avant. Donc... vous ne pouvez pas shooter n'importe quel pilote comme ça. Il faut... après, si c'est dans un meeting aérien, si c'est le pilote du RSD, vous le contactez par les réseaux sociaux pour confirmer que vous pouvez l'avoir. Mais voilà, donc dans ces cas-là, c'est un petit peu plus simple. Ensuite, photomontage. Il y avait une grosse discussion sur des assemblages de photos qui étaient fort bien faits d'ailleurs, mais ce n'était pas de la photo. Là, ils ont leur récompense, leur distinction. Impeccable, très bien. C'est pas de la photo, c'est de l'art, c'est un travail graphique qui mérite une récompense. Voilà, au moins, les choses sont très claires. Et puis, un diplôme pour les photographes militaires qui, eux, ont des
des accès que le grand public n'a pas. Le photographe de la patrouille de France, il nous fait des photos de ouf. Celui de l'EVA aussi. Les pilotes, il y avait une superbe photo d'hélicoptère de la marine. Ouais, c'est quelque chose de... Ouais, ça remet les choses en place. Donc je vous invite, parce que vous êtes quelques-uns à faire un petit peu de photos dans le coin, donc vraiment, là, la façon dont les photos, enfin, dont les prix sont réorientés, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Il n'y aura qu'une photo, par contre, de récompensée par catégorie, donc il va falloir lever le niveau, les gars. Et pourquoi les prix ont été revus comme ça? Tout simplement parce qu'ils ont mis un président du jury, et le président du jury, c'est Rémi Michelin, que vous connaissez puisqu'on a fait une émission complète avec lui, et Rémi est un artiste, un grand photographe, et si vous voyez les choses différemment. Alors, est-ce que c'est sous son influence? En tout cas, il y a eu un travail de la commission de l'Aéroclub de France et du jury, des membres de la commission, pour rendre ça beaucoup plus clair. Voilà, et c'est vraiment bien. Tant mieux. De fait, je vais peut-être envoyer une photo. Voilà, ou deux, on verra. Parce que comme il n'y a pas de date, ça peut être des photos que j'ai prises au cours de saisons précédentes. Voilà. Mais je vous invite à participer parce que plus vous serez nombreux et mieux ce sera. Et plus les photos qui seront distinguées seront belles. Et voilà, maintenant que c'est beaucoup plus clair, tant mieux. Donc là, il faut envoyer les photos avant le mois d'avril. Et donc la dernière information qui est tombée, et celle-là elle est officielle et ça fait vraiment bien plaisir, le 4 octobre 2025 aura lieu une journée porte ouverte à la base de la sécurité civile de Nîmes-Garons pour célébrer les 30 ans des CL415 en France et les 20 ans des Dash 8. Il y aura des démonstrations en vol, j'espère juste qu'ils vont reprendre ce qu'ils avaient fait en 2013, la demi-heure de démonstration en vol combiné Tracker, Beach, Canadair, Dash était formidable. Il n'y aura pas les trackers dans cette démo-là. Je pense que le T24 et le T15 seront invités. Enfin, le T24, comme il est sur place, il n'est pas là, c'est qu'il y aura un problème. J'espère qu'ils penseront à inviter le T15 aussi pour avoir 2 trackers en vol. On m'a parlé de la patrouille de France, on va peut-être parler du Rafale Solo Display. Ce ne sera pas un meeting aérien au sens où il y aura beaucoup de démonstrations en vol. Ouais, il faudra y être, puis pour la première fois, la base sera accessible. Les moyens seront certainement moindres que lors du dernier anniversaire. Certes, c'est pas grave, mais s'il y a patrouille de France, Rafale Solo Display, les 2 trackers et une démonstration des avions de la base, moi ça me suffit. Point. Et une belle démo avec camion de pompiers, etc. Je pense que ça c'est faisable sur des vols d'entraînement, que ce soit comptabilisé comme vol d'entraînement pour les pilotes de Canadair. Vraiment, je pense que ça pourrait être un super beau truc. Alors, je glisse l'idée comme ça. Est-ce que pour un meeting à la Ferté ou au Bourget, on n'essaiera pas de tous se rejoindre? L'invitation, elle est open. À titre perso, je serai présent à Friedrichshafen, mais là, c'est pour le boulot. Je serai présent à Biscarrosse. La Ferté, je risque de ne pas le rater. Sans le Bourget, j'y serai pour le boulot. Donc organiser un moment sympa, ça va être compliqué. Et évidemment, peut-être que les gens qui suivent l'émission, l'endroit le plus sympa pour faire ça, ça pourrait être la JPO de la sécurité civile, donc le 4 octobre. À voir si je serais pas pris par d'autres trucs, mais bon voilà quoi. Fin de l'émission, bonne soirée à tous, on se revoit écoutez la semaine prochaine. La semaine prochaine je ferai peut-être une émission un petit peu très différente parce que là c'était un peu décousu, bref, on parlera d'une légende de l'aviation. Je ferai peut-être une émission spéciale sur une légende de l'aviation, je ne dis pas laquelle. Ce sera pas un bombardier d'eau, ce sera un avion iconique sur lequel il y a une petite actualité dont je vais essayer de m'emparer. On va vous raconter son histoire. C'est un avion sur lequel j'ai un peu de doc et des photos sympas, donc on fera un truc un petit peu différent la semaine prochaine, mais faut que j'y travaille un petit peu cette semaine. Je suis invité alors sur le Ground Frequency de jeudi soir. On va faire une séance sur Flight Simulator. Ils vont me faire essayer le Canadair de Flight Simulator. Alors comme vous savez, je suis pas comment dire, je suis pas pilote, je sais piloter, mais je suis pas breveté. Le Canadair, je l'ai jamais piloté en vrai, j'ai pas les checklists, je connais pas trop les paramètres de vol de l'avion, je connais son histoire très bien, mais les paramètres de vol. Donc si quelqu'un a une checklist et à me filer de Canadair, je suis preneur, pour essayer de pas être trop ridicule pendant la séance de simu. Voilà. Donc on se revoit la semaine prochaine, peut-être 2 fois, et puis écoutez, passez à tous un très très bon week-end. À la semaine prochaine.